Alors bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez depuis notre chaîne YouTube et vous qui êtes dans le public de la Cité universitaire internationale de Paris. Je suis Audrey Massé-Rousseau, je suis la directrice du département promotion et je suis très contente d'être avec vous et de vous accompagner ce matin pour cette conférence annuelle. Et pour démarrer, je vous propose de profiter de la présence de ces porteurs de projets rompus au programme Erasmus+, pour un moment d'échange avec vous, messieurs, dames, pour que vous puissiez parler de votre projet et également peut-être donner des conseils au public qui démarre dans Erasmus+. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer avec vous, Elisabeth. Vous êtes donc Elisabeth Gustovic. Vous êtes professeure des écoles à l'école Tordo de Tourette-les-Vins en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous êtes la coordonnatrice du projet Erasmus+, Small Scientists Across Europe. Et donc, c'est un projet qui engage des établissements scolaires en Europe. Et ma première question, ce serait de savoir un petit peu, que vous nous parliez de ce projet et que vous nous disiez ce qui a été à l'origine du projet. Quel constat avez-vous fait pour travailler ce projet ? Merci. Small Scientists Across Europe est un projet à dominante scientifique qui s'adresse à des enfants de maternelle, donc en fonction des pays, donc des enfants de 3 à 7 ans. Il était à l'origine de ce projet, nous avons fait un constat que les enfants étaient avaient de moins en moins de capacités réflexives, d'analyse, et étaient moins engagés dans toutes les matières scientifiques. Et un deuxième constat aussi, c'est que dans le primaire, nous ne sommes pas comme les professeurs de collège peuvent l'être, spécialisés dans un domaine. Et les enseignants qui sont plutôt dans le primaire de formation littéraire ont moins d'appétence, on va dire, pour les sciences, proposent moins d'activités, et notamment d'activités actives pour mettre les élèves au sein de leur apprentissage. C'est pour ça qu'avec mes partenaires européens, nous avons co-construit ce projet. Donc nous étions 7 écoles européennes représentant 6 pays. La Turquie, 2 écoles en Roumanie, la Lettonie, la Lituanie et le Portugal et nous-mêmes. C'était 75 enseignants engagés, plus de 1000 élèves qui ont participé au projet dans le but de construire des ressources pédagogiques. Et nous avons abouti à 4 livres d'expérience composés chacun de 21 expériences, mais qui ont été vraiment réalisées et validées par les élèves eux-mêmes, avec des vidéos à l'appui qui peuvent être donc maintenant source d'appui pour les enseignants dans les écoles. Voilà. Très bien. Et je crois que vous avez reçu d'ailleurs le prix eTwinning en 2020. Oui, on a eu le runner-up, c'est-à-dire le second prix européen décerné par eTwinning. Très bien. Et alors, je crois que c'est un projet qui a une dimension inclusive très forte. Oui, effectivement. Même si à la base, on n'avait pas construit de cette manière, on a été surpris. De nombreux acteurs, en plus des élèves, de l'équipe pédagogique, se sont joints au projet. Les mairies, en tout cas, dans mon établissement, la mairie a été partie prenante. On a eu de nombreux conservateurs, aussi bien des parcs nationaux que des musées qui se sont engagés. La fondation LAMAP aussi, qui est une fondation pour les pédagogies actives et innovantes, pour la science, dans la science. Les parents, qui ont été aussi très actifs dans ce projet. Et puis j'en oublie sans doute aussi, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés et qui nous ont soutenus. Et donc c'est vrai que ça a fait grandir énormément le projet. Très bien. Et ça illustre parfaitement la possibilité, avec le programme Erasmus+, de mixer tout un tas de publics variés, de statuts, même de structures variées. Et en fait, je voulais juste rajouter quelque chose aussi, c'est qu'un projet Erasmus, au départ, pour l'équipe pédagogique, pour certains enseignants, ça fait peur. Parce que certains enseignants, en tout cas en niveau primaire, pensent ne pas avoir un niveau suffisant au niveau de la langue étrangère, ou au niveau suffisant de compétences numériques. Et je suis fière maintenant d'être ici parce que de nombreux collègues remercient le projet et sont vraiment maintenant très investis. Et ça fait plaisir à voir parce que c'était pas évident au départ, et donc c'est vraiment une grande réussite.
Très bien, merci beaucoup Elisabeth. Et ça me fait penser à quelque chose qui sera dit tout au long de cette matinée, c'est que pour participer à un projet Erasmus+, il ne faut pas être bilingue en anglais, ça ne s'adresse pas qu'aux bons élèves en anglais, ça ne s'adresse pas qu'aux professeurs de langue, c'est bien plus large que cela. Et finalement, on se retrouve tous à... Et c'est pas évident pour certains Oui. qui pensent qu'il faut avoir vraiment d'énormes compétences pédagogiques, enfin voilà, dans le numérique, etc. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, je vais passer à vous, Lucie. Donc, Lucie Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure également des écoles à l'école élémentaire d'Aulnay de Saintonge, en Nouvelle-Aquitaine. Et vous êtes la coordonnatrice d'un projet Erasmus+, intitulé « Jouer pour grandir ». Donc j'aurais la même question. Qu'est-ce qui, en fait, vous a fait démarrer sur ce type de projet? À partir de quel constat vous êtes parti? Parce que vous le verrez au fur et à mesure de cette matinée, un projet Erasmus+, c'est un projet avant tout, donc avec une méthodologie de projet. Et donc on a toujours un point de départ qui va permettre de démarrer le projet. Juste avant qu'on commence à parler des constats, moi je vais vous parler de Lilian. C'était un élève et quand j'ai présenté à ma classe ce projet Erasmus, hyper fier en leur disant on va travailler avec des élèves grecs, des élèves polonais. J'ai ce petit Lilian qui m'a regardé, qui m'a dit mais tu sais maîtresse, moi je suis née là, je vais aller au collège qui est juste là, je vais acheter la maison à côté de chez mes parents, alors la Pologne et la Grèce. Et là en fait quand il m'a dit ça, j'ai vraiment compris la nécessité de ce genre de projet. Le constat à la base c'était qu'on était dans un endroit où on a peu de brassage, on a peu de populations qui viennent, on a un accès assez difficile à la culture. Donc de voir ça, ça nous a demandé à nous professeurs de réfléchir et de voir comment est-ce qu'on pouvait amener tout ce qui manquait à nos élèves. On a aussi beaucoup d'élèves qui se déscolarisent petit à petit, arrivés au collège, parce qu'ils pensent que l'école n'est pas là pour eux. Donc avoir tout ça, on voulait lutter contre cette fatalité et proposer à nos élèves une ouverture à l'Europe, de faire partie d'un groupe, que ce soit au niveau de l'école, puis dans un niveau plus global, au niveau européen. Très bien, merci. Et votre projet a une dimension forte à l'éducation, à la citoyenneté, c'est bien cela? Oui, tout à fait, ça découle des constats qu'on a faits. Nous, notre idée, c'était vraiment de réussir à inclure tout le monde. Donc on a cherché un moyen pour réussir à ramener tout ce monde-là autour de l'école et à créer un projet. Donc on s'est dit, le jeu, en fait, le jeu c'est vieux comme l'humanité. Et on a redoré en fait, cette image, ramené une cape d'innovation autour du jeu pour permettre à des élèves entre 2 et 12 ans de pouvoir travailler ensemble, à des élèves donc, de différentes cultures, de différentes origines, qui n'ont pas forcément tous la même langue, avec des parcours très différents, des origines sociales aussi qui sont différentes. Et puis on voulait aussi ancrer notre projet dans une communauté locale. Donc on a travaillé avec le collège, avec les associations locales et puis avec les EHPAD, que ce soit ici en France, mais aussi en Pologne et en Grèce. Ça a été vraiment quelque chose qui était important pour nous, de travailler dans la communauté de nos élèves et de faire découvrir cette citoyenneté à travers cette communauté. Et puis en créant des soirées jeux, des soirées débats, etc., ça a permis d'avoir une culture commune, d'avoir des ambitions communes, d'avoir des envies en commun entre tous ces enfants de tous ces pays et puis entre nous adultes aussi. Voilà. Très bien. Et je crois qu'il y a eu, et c'est tout à fait logique, étant donné le contexte sanitaire, il y a eu des imprévus et vous avez eu l'agilité de transformer ces imprévus, ces obstacles, en opportunités. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Travailler avec du vivant, c'est travailler avec des aléas, ça c'est une évidence. Donc on a eu les gilets jaunes en France, on a eu des grèves générales en Pologne, on a eu des tempêtes en Grèce, on a eu des coupures d'internet, ça c'était à peu près dans tous les pays européens. On a eu des mairies qui ne comprenaient pas pourquoi Erasmus avec des élémentaires, non, Erasmus c'est que pour les étudiants, c'est pas pour les élémentaires, donc il a fallu qu'on convainque pour tout ça. Et puis on a eu aussi le Covid, je crois que là, je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit à ce sujet-là. Donc c'est vrai que tous ces aléas, il a fallu les transformer en force. Ça fait partie aussi de l'innovation, c'est de se dire que ce qui nous arrive, ça nous permet de nous rendre plus forts et de changer en fait. Il faut avoir assez d'imagination pour prendre ce qui nous arrive comme ça nous arrive et le transformer en force. Il faut garder toujours au cœur quand on monte un projet Erasmus, la faisabilité de ce projet. L'agence est toujours là pour nous aider, ça c'est une chose. On garde la faisabilité du projet au cœur comme on garde l'éducabilité de nos élèves au cœur. Ça c'est deux forces qui nous ont vraiment permis d'avancer tout au long de ce projet.
Ensuite, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de planification, c'est quelquefois un peu aussi d'abnégation, mais c'est tellement riche ce qu'on reçoit en retour, c'est tellement de souvenirs, c'est tellement d'apprentissage, c'est tellement important que vraiment, voilà. Et si je peux me permettre juste pour conclure de vous reparler de Lilian, parce qu'on a eu la chance de gagner le prix Hippocrène d'éducation à l'Europe, donc d'amener 10 élèves au Parlement européen de Strasbourg, et Lilian faisait partie de la délégation, et puis là je l'ai vu au milieu de l'hémicycle du Parlement européen, avec ses grands yeux, expliquer aux eurodéputés pourquoi c'était pour lui hyper important maintenant d'avoir des copains polonais et grecs, et là on s'est dit, c'est bien. Merci Lucie. Alors je me tourne maintenant vers Fabrice Tondeur. Donc vous êtes professeur DNL EPS au collège Boris Vian de Coudekerque branche en Hauts-de-France et vous êtes le coordonnateur du projet Erasmus+ Eurecorpus, un esprit sain dans un corps sain. Donc là aussi c'est un projet de partenariat avec d'autres établissements scolaires en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre projet, s'il vous plaît, Fabrice ? Alors, ce projet, il part du constat simple que l'éducation nationale est un monde de stress, on va pas se le cacher, et que ce soit les élèves ou les enseignants, on est tous tout le temps sous pression. Donc, l'idée, c'était de transformer un peu ce monde qui est sous cloche pour créer du bien-être et travailler avec du local, des associations locales, donc que ce soit le Bateau-Feu, la scène nationale de théâtre, avec des ateliers de poupées où les élèves parlent à travers ce personnage, ou bien soit de la méditation, ou bien des activités sportives, de se rendre compte que une alimentation équilibrée, c'est beaucoup mieux pour être bien avec tout le monde, mais aussi de faire des activités où des enseignants qui ne participent habituellement pas au projet s'intègrent dans certaines activités. Je repense à la méditation, où les élèves avaient des heures avec un spécialiste et que les enseignants volontaires pouvaient les joindre. Donc on a transformé un peu l'idée de la distance qui existe parfois entre le jeune et l'adulte, ce qui est très important pour nous. Donc le constat, il a permis en plus de le développer avec le lycée de secteur, puisque c'est un énorme chantier. Et la question de départ, c'est aussi, mais comment ça se passe en Angleterre, comment ça se passe en Roumanie, comment ça se passe en Espagne, pour prendre un peu avec la Finlande, des esprits complètement différents, des cultures totalement différentes, et de se les unir pour pouvoir réfléchir sur des mobilités différentes. Donc les habituelles mobilités où on part à l'étranger, on reçoit, mais également en créant des congrès où sur place, dans notre établissement, on ouvre les portes pendant 1 ou 2 journées pour expliquer notre savoir-faire autour de ces ateliers et que chacun des partenaires puisse présenter aux écoles environnantes de secteurs, que ce soit des primaires ou des collèges ou autres, de se rendre compte que ah bah oui, l'Europe, Erasmus, c'est quelque chose d'intéressant. Et plutôt que de croire que Erasmus, c'est inabordable, c'est parce que là, vous allez tous vous dire, mais ces 4 personnages, ils ont que ça à faire. Bien non, on a une vie, on a des enfants, on a plein de choses à faire dans notre vie. Et en tout cas, le bénéfice de tout cela, c'est que le lien au sein de notre établissement a cassé la distance entre les jeunes et les adultes et également permis à tout le monde de déstresser. Alors, on a pensé installer un jacuzzi, on n'a pas eu le droit, mais peut-être un jour dans la salle des profs, qui sait. Très bien. Et alors, donc vous expliquez que vous faites du projet Erasmus+ depuis des années. J'aimerais bien que vous puissiez nous parler un petit peu de l'importance aussi du collectif, du groupe, de l'équipe projet et aussi de la place prépondérante du gestionnaire dans le collège et dans le lycée. Alors là aussi, on va pas se voiler la face, c'est qu'on ne peut pas mener ça tout seul ou à 2, c'est impossible. Donc il faut des petits partenariats avec ses collègues en salle des profs. Alors parfois, il y en a qui aident juste de manière ponctuelle, parfois il y en a qui s'investissent complètement. Donc là, on a la chance d'avoir une constitution d'équipe de 7 personnes, 7 enseignants au collège, 7 enseignants au lycée qui sont investis, qui sont prêts à faire des actions pédagogiques, parce que là aussi, on parle souvent des mobilités, mais il faut savoir que l'Erasmus, c'est 36 semaines, et dans ces 36 semaines avec 2 semaines de mobilité, une à l'étranger, une d'accueil, mais le reste des semaines, c'est des actions pédagogiques qui se font au quotidien en corrélation avec le programme scolaire, en croisant les différents éléments. Donc quand on parle des personnels, on ne se rend pas compte tout de suite, mais on peut se dire qu'il y a aussi la dame de service qui nettoie quand on a la semaine d'accueil, il y a la personne qui s'occupe de la restauration, parce que quand on a la cantine, il faut s'en occuper, on a les surveillants qui sont là aussi pour aider, on a évidemment le proviseur adjoint ou le principal adjoint, on a aussi la gestionnaire, l'agent comptable qui sont des pièces et des pièces.
c'est pas le bon mot évidemment, mais dans l'engrenage d'Erasmus, c'est fondamental de discuter avec eux. Je vous donne juste quelques exemples. Quand vous devez réserver une navette pour partir à l'étranger, pour réserver des billets d'avion, mais là vous dites encore les mobilités. Il y a autre chose que les mobilités. Quand on veut travailler avec le bateau-feu, il y a des engagements et des contrats à établir, des conventions. Quand on veut faire une sortie, aussi à la ferme pédagogique qui n'est pas très loin, il faut aussi qu'on réserve des choses. Donc il faut qu'il y ait une constance dans ces comités de pilotage avec une entente qui, au fil du temps, évidemment, devient de plus en plus simple. Alors ça passe au départ par des mails très officiels, et puis ensuite on peut de plus en plus vite passer au bureau à une récréation. Tiens, au fait, tu as réservé, tu n'as pas oublié de... Non, le bon de commande, il est prêt, c'est bon, ça y est. Donc tout ça, c'est important et ça vient au fil du temps. Au départ, ça paraît, comment on va aborder le bloc administration avec le bloc salle des profs. Et vous vous rendez compte que l'Erasmus, ça fond tout et ça permet une union et une identité pour son établissement qui est très importante. Pour les élèves, pour les parents et puis pour nous mettre justement dans une valorisation. Très bien, merci. Et en un mot, est-ce que vous pouvez nous parler de cette classe Erasmus+, des types d'élèves qui en font partie et aussi, alors très rapidement, de la mobilité longue des élèves que vous avez mise en place? Alors, ce projet a décliné sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une liaison avec le lycée. Donc en lycée, on a constitué une classe Erasmus de 35 élèves qui, en la sortie 3e, s'inscrivent volontairement et sur une lettre de motivation dans cette classe. Alors là, vous dites, ouais, les sections européennes, l'élite. Pas du tout. En fait, on regarde les différents profils et c'est très à la mode en ce moment. On peut vous expliquer qu'on a une fille qui est complètement dépressive dans la classe, on a une fille une personne IEL, donc ce qui n'est pas forcément commun, et qui s'intègre parfaitement dans cette programmation avec environ un tiers des élèves qui sont effectivement dans une espèce d'élitisme de section européenne, un tiers d'élèves qui travaillent correctement et un tiers d'élèves en difficulté. Le brassage est très important. Les 35 élèves partent tous à l'étranger et vont tous accueillir des jeunes. Il faut savoir aussi que le programme scolaire est croisé avec nos thématiques. Nous avons 4 projets sur cette classe, avec des thématiques différentes comme les femmes dans la construction européenne, l'économie circulaire, le patrimoine et héritage, les arts. Donc c'est un immense chantier où on travaille en local, avec des partenaires, à nouveau le bateau-feu et le théâtre, qui permet aux élèves de travailler par groupe. Ce n'est pas une classe traditionnelle. Ils sont tout le temps tout feu, tout flamme. On les repère de loin dans le lycée puisqu'ils créent des expositions, ils créent des conférences. C'est une micro-société européenne qu'on a bâtie dans cette classe. Et je répète, ce n'est pas une classe élitiste, c'est très simple à constituer. Il faut simplement prendre avec l'équipe pédagogique le temps de croiser les programmes scolaires et nos sujets qui sont d'actualité. Et aussi une autre petite anecdote, c'est qu'on travaille toute la semaine, c'est-à-dire samedi, dimanche, on travaille avec eux. Comment? Non pas par l'ENT, par le groupe WhatsApp qu'on a constitué, où on a des échanges d'articles, d'actualités. Ah tiens, regardez, il y a ça qui se passe. Ah bah tiens, il y a tel spectacle, ça serait bien. Ah bah tiens, il y a une porte ouverte, allez-y, parce que ça nous concerne et ça concerne le sujet. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, je me tourne vers vous, Patrick. Donc, Patrick Tardy, vous êtes professeur de lettres-histoire au lycée des métiers Roland-Garros à Toulouse. Et votre lycée est le coordonnateur d'un consortium, le consortium Euro Lycée Pro. Un consortium, c'est un regroupement d'établissements avec une structure à la tête. Et là, en l'occurrence, c'est votre lycée. Et donc, vous envoyez des lycéens professionnels réaliser leurs stages, leur période de formation en milieu professionnel dans des entreprises en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui sont ces élèves qui partent? Oui, bien sûr. Donc, lorsqu'on fait le portrait type d'une classe de bac pro, bac professionnel, on va trouver des marqueurs qui sont extrêmement discriminants. Donc, ça va être bien sûr l'échec scolaire, bien souvent. L'autre marqueur qui suit, ça va être une orientation plutôt subie que choisie. Un poids socio-culturel qui est très prégnant, qui est porteur d'inhibition. Et ce cocktail, malheureusement, donne à ces jeunes gens une image d'eux-mêmes qui est extrêmement dévalorisée, parfois fracassée. Et donc, la réponse à cette problématique, pour nous, c'est de conduire des projets. Donc, on conduit des projets à longueur d'année et on s'est rendu compte à un moment donné que des projets qui sont contenus au sein de l'institution scolaire, c'est très intéressant, mais ça manque de punch, si je peux dire.
Et donc, la mobilité professionnelle au sein de l'Union européenne, c'est une véritable challenge, c'est une épreuve que l'on propose à des jeunes qui, porteurs de leur souffrance, de leurs difficultés, ont du mal à adopter, et c'est très long, c'est un très long travail qui dure plus d'1 an pour amener ces jeunes à accepter ce défi. Parce que ce défi, c'est quelque chose d'énorme pour eux. Voilà. Il va falloir se projeter dans un univers totalement inconnu, alors que ce sont des jeunes qui ont tendance à se recentrer, à se refermer sur eux-mêmes. Voilà un petit peu, si vous voulez, le contexte dans lequel on a décidé de se lancer dans ces projets, qui sont extrêmement porteurs de positivisme, si je peux dire. Très bien. Et alors, ils reviennent comment, ces élèves? Ils reviennent en bonne santé, déjà. C'est très important Voilà, rassurer. de rassurer tout le monde. Parce qu'effectivement, toutes ces opérations sont très cadrées. Et pour ceux qui se lancent dans l'aventure, sachez que nous faisons ça depuis 1998 et que nous avons, à ce jour, perdu aucun de nos élèves. Donc, ce défi, il est très porteur. Je vais vous dire pourquoi. Après, c'est personnel, mais dans notre société qui a tendance un peu à se refermer, on met des élèves qui sont dans la peau d'émigrés, en fait. Pendant 2 mois, entre 6 et 8 semaines, ce sont des étrangers dans un pays d'accueil. Et ça c'est formidable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point se mettre dans la peau d'un émigré et de le vivre, ne serait-ce qu'un instant, et dans des conditions confortables, de surcroît, ça change totalement l'opinion de ces jeunes gens par rapport à ce qui se passe dans nos pays, voilà, par rapport à ce phénomène lié à l'immigration. Par ailleurs, évidemment, l'avantage immédiat, c'est des progrès linguistiques qui sont phénoménaux, bien sûr, et cette image de soi dont on parlait au départ, eh bien, confiance, assurance et ambition. L'ambition revient, voilà. Et comme l'a très bien dit mon collègue, et à côté, ça vous change radicalement la relation prof-élève. On est dans une dimension humaine, déjà, qui est très forte, et on agit non pas dans une verticalité, mais dans un échange. Et ça, c'est formidable. Donc je vous engage vraiment tous, là, à foncer. Plus les élèves sont difficiles, et plus c'est excitant de mener ces projets. Nous ne faisons pas de tri dans les élèves qui partent. On donne la chance à tout le monde. Le seul critère pour nous, c'est le sérieux, c'est la volonté de s'en sortir, en quelque sorte. Et c'est un cheminement qui est long. Voilà. Parce que je vois que le temps tourne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges. Alors on voit à quel point la créativité et l'innovation sont vraiment au cœur de vos 4 projets et puis d'autres projets que vous menez également. Et ce que je vous propose, c'est de terminer cette séquence avec une vidéo qui est une vidéo qui parle d'un projet qui est porté par une radio associative basque avec 4 partenaires, l'Espagne, la Hongrie, l'Allemagne et l'Irlande. Radiocultura.eus. Je m'appelle Michael Echevarria, je suis coordinateur de Radio Cultura, qui est une radio bilingue qui diffuse à travers Internet, en basque et en français. Nous sommes intéressés pour le développement de la culture basque, de la langue basque, dans un territoire multiculturel qu'est le nôtre. Ça signifie aussi différentes cultures, donc comment intégrer le multiculturalisme au sein des radios associatives européennes, comment intégrer des populations migrantes qui s'installent sur nos territoires pour leur donner la possibilité de communiquer à travers les radios associatives. Et voilà, c'est tout logiquement qu'on a créé ce projet qui s'appelle Inclusion. L'idée, c'était de créer un guide de bonne pratique, c'est-à-dire de recenser chacun dans notre territoire, dans notre pays, des expériences qui existent déjà, des radios qui donnent la parole aux migrants
pour savoir comment elles ont contacté ces communautés-là, comment elles les ont intégrées, quelles formations elles ont offertes à ces personnes, à ces communautés et avec quel objectif. Ces expériences, cette collecte d'expériences va nous amener à créer un guide de bonnes pratiques que nous souhaitons diffuser et partager dans toute l'Europe pour que, quand il y a une communauté importante qui arrive sur un territoire X, eh bien, on puisse avoir un guide, une façon de procéder pour savoir comment accueillir, comment les intégrer au sein de la radio. Il y aura un site internet dédié à ce projet en différentes langues, mais aussi nous comptons avec une présence forte sur la plateforme EPAL. EPAL plataformaren bidez, lor ditzagun hezkuntza eta formakuntza beraz planak emendatzea eta handitzea. Bien, alors je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges. On peut vous applaudir.